Bonsoir à tous, bienvenue dans Analyse Hebdo. Aujourd'hui, nouvelle émission pour comprendre un peu plus les enjeux politiques et sociaux de la Guadeloupe. Avec nous pour en parler, Georges Calixte, politologue et docteur en sciences politiques. Bonsoir Georges. Bonsoir Marius, bonsoir aux téléspectateurs d'Éclair TV. Votre analyse de la situation dans un instant. Georges Calixte, après pas loin de 4 semaines de crise sociale, où en sont les négociations et quelles sont les différentes stratégies des grands acteurs? Y a-t-il eu des premières avancées? Alors, des grands acteurs, des acteurs quels qu'ils soient, puisque de toute façon, ils sont censés être sur le même pied d'égalité. On peut, pour répondre à votre question, développer en 4 points. D'abord, rappel chronologique des faits. Il y a eu une proposition d'accord de méthode de la part du collectif. Les élus ont d'abord organisé une conférence de presse avant d'y répondre. Le collectif en a fait de même pas plus tard qu'hier. Et donc, il y a eu entente pour une rencontre à la Cité des Métiers dès aujourd'hui, qui pourtant n'est toujours pas, en tout cas, terminée au moment où nous intervenons. Ça veut donc dire que déjà il y a une problématique de confiance entre les élus et le collectif, puisqu'ils font d'abord une conférence de presse de manière à présenter à l'opinion publique ce qu'ils ont, en tout cas, quelles sont leurs intentions et leurs objectifs, et ce n'est que dans un deuxième temps qu'ils informent l'autre protagoniste, il faut dire les choses telles qu'elles sont, de leurs intentions. Donc, premier élément. Maintenant, il faut reconnaître qu'il y a eu un certain assouplissement des préalables. Deuxième point. Qu'est-ce qui permet de le dire? D'abord, ils se réunissent tous les deux à la Cité des Métiers. Or, rappelez-vous que les élus avaient proposé le conseil départemental dans un premier temps, lors de la première rencontre, ce qu'avait refusé le collectif qui avait préféré un lieu moins politique et plus neutre, en particulier l'université. Entre-temps, il me semble qu'il y a déjà une évolution favorable dans la mesure où ils acceptent de se rencontrer dans un lieu institutionnel et politique. Premier élément. Deuxième élément de cet assouplissement, les élus comme le collectif dénoncent le fait que des pères et des mères de famille, au moment où, à la fin de l'année, il y a le plus de dépenses, y compris celles qui sont liées au quotidien de chacun, que des pères et des mères de famille se retrouvent sans ressources, parce que suspendus et par conséquent privés de salaire. Les deux sont d'accord pour dénoncer cet aspect. Enfin, troisième élément d'assouplissement, les deux parties sont également d'accord pour qu'il y ait eu la venue d'une mission interministérielle envoyée par le gouvernement de manière à ce qu'il puisse y avoir, en tout cas, des personnalités habilitées à pouvoir prendre des décisions en lieu et place des gouvernants, puisque, comme nous l'avons toujours dit, il y aura certainement cette possibilité de stabiliser les décisions qui ont été prises, et cette stabilisation ne pourra se faire que par une norme juridique sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir. Donc, il y a un assouplissement, c'est incontestable. Maintenant, cela veut-il dire pour autant que les négociations seront beaucoup plus facilitées? On n'en est pas, en tout cas, on n'en est pas encore là. D'abord parce que les élus n'acceptent aucun préalable, y compris en particulier celui exigé par le collectif, et tendant à dire que si vous signez l'accord de méthode, ça vaudra suspension de l'intégralité, en tout cas des personnels qui sont concernés. Il y a également l'État qui exige une dénonciation de la violence du collectif, ce qu'à mon avis le collectif ne fera pas. Enfin, il y a toujours dans l'accord de méthode tel qu'il a été proposé la volonté d'une abrogation, et nous l'avons dit, avec toutes les difficultés qu'il y a en droit. Donc, il s'agit entre les élus et le collectif d'un premier contact, mais dont on peut voir que même s'il y a des assouplissements dans les différents éléments, en tout cas dans les différents préalables, il y en a qui peuvent être encore bloquants et qui par conséquent peuvent avoir un effet prohibitif, pour ne pas dire inhibitif, sur la suite de la négociation. Il n'empêche qu'à ce stade, on peut déjà, me semble-t-il, faire le point sur les ressources dont dispose chacun.
Et commençons par les élus. On ne peut pas dire qu'ils ont repris la main, mais ils se sont beaucoup appuyés sur leur légitimité et leur pouvoir de décision pour, à côté du collectif, rencontrer les socioprofessionnels, rencontrer la jeunesse, rencontrer également la société civile. Et ils ont donc déjà créé un premier bloc avec ces trois catégories d'acteurs, c'est-à-dire eux, jeunesse, société civile et monde socio-économique. Parallèlement, on constate que l'État a donné aux préfets prérogatives de manière à pouvoir être l'interface entre le gouvernement et les élus. Donc, lentement, mais sûrement, on constate que les élus sont en train d'affirmer leur autorité politique et qu'ils risquent d'être soutenus objectivement par l'État. Et je rappelle que le président de la République, lors du congrès des maires, avait rappelé aux maires présents, mais l'État, c'est nous. D'autant plus que l'État, deuxième acteur, analysons ses stratégies, l'État joue beaucoup sur le temps. Et il y a 4 éléments qui jouent en sa faveur, en tout cas pour que le temps passe, pour qu'il reste observateur. C'est d'abord le fait que dans le ratio entre la propension et la motivation à soutenir le mouvement et le coût humain, à savoir en particulier les sacrifices, on constate qu'il commence à y avoir un certain équilibre. Ça veut donc dire que dans tous les micro-trottoirs, dans toutes les émissions où sont interrogés les différents participants, ils vous disent tous qu'ils ne sont pas contre le mouvement, mais ils dénoncent le fait qu'il n'y ait pas eu de barrage filtrant, le fait qu'il n'ait pas pu travailler, puisqu'en réalité, bon, ce sont surtout des militants qui se sont mobilisés, il n'ait pas pu travailler, ce qui leur a posé de sérieux problèmes. Donc, l'État sait qu'avec le temps et le rapprochement des fêtes de Noël, il risque d'y avoir un amenuisement de la propension à pouvoir se mobiliser. Deuxième élément de l'État, ce sont les forces de l'ordre. Avec le temps, mais écoutez, ils ont quasiment rétabli la circulation partout. Donc le référentiel sécuritaire de l'État est en train de s'implanter lentement mais sûrement. Enfin, ce que je voudrais rappeler, c'est que l'État sait parfaitement que 80% de la solution des différentes thématiques qui ont été mises en avant, c'est lui qui les a. Ça veut donc dire que même si les négociations s'engagent chez nous, avec les élus et leurs champs de compétences, on sait parfaitement que l'État a cette capacité à pouvoir, à un moment donné, prendre des initiatives dont les autres ont besoin pour que leurs propres objectifs aboutissent. Donc on ira certainement vers une situation où l'État en plus met un préalable, à savoir la dénonciation des violences. C'est certainement celui qui, dans le jeu stratégique, reste quand même avec le plus de ressources. Eh bien, écoutez, nous sommes en départementalisation et il est vrai qu'à ce niveau, par conséquent, au nom de l'identité législative, l'État dispose de cette capacité. Alors me direz-vous, si les élus ont très bien pu faire jouer leur légitimité politique, que l'État joue sur le temps de manière à ce qu'il s'érige à un moment donné, en tout cas il soit appelé pour être un arbitre, qu'en est-il du collectif? Eh bien, pour le collectif, il garde une capacité de mobilisation, mais qui s'appuie beaucoup sur les institutions dites nationalistes. D'ailleurs, vous avez bien vu qu'ont contribué grandement à la mobilisation, par exemple certains groupes de carnaval, dont on sait effectivement la forte accointance nationaliste, et également d'autres groupes dont on sait qu'ils sont proches des milieux ou nationalistes ou indépendantistes. Donc le collectif garde une capacité de mobilisation, mais qui reste sur des acteurs relativement restreints, au cours desquels, et en tout cas à partir desquels, il sera plus difficile au fur et à mesure où le temps passe de pouvoir effectivement les mobiliser. Donc en conclusion, il y a un certain nombre de préalables juridiques qui ont été mis en avant, mais dont il convient à mon avis de veiller à ce qu'ils n'empoisonnent pas le débat en raison des limites de leur faisabilité.
Maintenant, il y a des perspectives politiques. Le tout, c'est de savoir jusqu'où les acteurs feront des compromis sur ces perspectives politiques, sachant que derrière, il y a un élément fondamental et qui risque de manquer cruellement, c'est le nerf de la guerre, au moment où l'État-providence, de toute façon, a complètement disparu et où c'est l'État gestionnaire qui règle, en tout cas qui dicte ses moyens financiers, qui les encadre par des règles, qui actuellement préside. J'espère que les élus, le collectif et l'État trouveront le consensus à minima pour trouver le bon compromis entre la nécessité d'un rattrapage financier, mais également la nécessité de pouvoir sur place se conformer aux principes de réalité dans les demandes et pour la négociation. J'en ai terminé pour cette première partie. Bien, alors je vous propose de passer au deuxième thème de la semaine. Vous allez nous parler dans un instant des perspectives démographiques de notre territoire, en particulier pour la jeunesse. Georges Calixte, comment la situation démographique du territoire guadeloupéen va-t-elle évoluer, en particulier pour la jeunesse, au centre des débats actuels? Oui, vous l'avez précisé, je me suis intéressé aux projections concernant les jeunes. Parce que lorsqu'on parle de jeunesse, il faut envisager trois catégories. La catégorie des jeunes qui restent sur place, qui se forment à l'université ou dans le cadre de la Cité des métiers ou des instances qui sont spécifiquement dédiées à la formation et qui souhaitent à la fois être diplômés au pays et en même temps y travailler. Vous avez également une partie de la jeunesse qui a complètement émigré, c'est-à-dire continue ses études ou sa formation dans l'Hexagone, favorisée d'ailleurs en cela par exemple par l'ADOM. Enfin, vous avez une troisième catégorie de jeunes, ce sont en particulier des jeunes qui se retrouvent sans diplôme, qui finissent leur cursus sans aucune forme, en tout cas aucun diplôme en main, et qui par conséquent ne sont malheureusement pas captés immédiatement pour les orienter vers les dispositifs qui pourraient les prendre en main. Et je vous signale que sur les barrages, il y a eu certainement des jeunes dans l'excès et délictueux, mais j'ai également vu d'anciens de mes étudiants qui étaient présents, qui sont titulaires de master et qui m'ont dit, mais écoutez, nous on voudrait bien rester à la Guadeloupe. Alors, l'intérêt de réfléchir sur la jeunesse, c'est de comprendre les grandes problématiques démographiques qui tournent autour de cette jeunesse. On ne fera pas un développement très long, mais il faut savoir que la pyramide des âges à la Guadeloupe, entre les 15 et 29 ans, c'est à ce moment qu'on constate un rapprochement par rapport au centre de la pyramide. On appelle ça un creux. Ça veut donc dire que ça devient la tranche d'âge qui est la moins nombreuse de la population d'une part et qui de surcroît est en train de décroître progressivement. Alors, quelques tableaux pour que nous en ayons, si vous voulez, la preuve. Alors, par exemple, quand on prend la base 100, c'est-à-dire, on parle de la base 100, c'est l'année 1990. Regardez un peu à la Guyane, à peu près 10 ans après, 1999, on en est à 119,17. Ça veut donc dire qu'à la Guyane, pour la tranche des 15-29 ans, il y a déjà eu 19,7% de plus en l'espace de 9 ans. Mais regardez les Antilles, 80,57. Ça veut donc dire qu'en l'espace de 9 ans, les Antilles ont perdu près de 20% des jeunes de 15 à 29 ans. Allons maintenant en 2010. En 2010, la Guyane a 73% de plus, donc on est 20 ans après, de jeunes entre 15 et 29 ans, alors que nous sommes descendus aux Antilles en 2010 à 68,25. Ça veut dire qu'on a déjà perdu près de 32% de nos jeunes. Et quand on fait l'analyse en 2015, on constate que la Guyane a quasiment doublé, puisqu'on est à 194,97, donc 94% de jeunes de 15 à 29 ans de plus, alors que nous, on en est à 62. Ça veut donc dire qu'en l'espace de 25 ans, nous avons perdu 35% de nos jeunes, plus de 38% pardon, de nos jeunes
entre 15 et 29 ans. Donc c'est déjà des premières données qui doivent nous interpeller, dans la mesure où cette tranche d'âge diminue régulièrement. Nous en savons les causes. Pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a les travaux de Claude Valentin-Marie de l'Institut national des études démographiques. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui est un collègue originaire de la Martinique et qui par conséquent a mené de très belles analyses à ce niveau-là. Et ça vaudrait le coup, effectivement, de lire ces travaux qui démontreront justement les causes, mais également la menace qui pèse. Rapidement, Georges, les causes de... Mais elles sont à la fois économiques, elles sont également démographiques, liées, on le verra tout à l'heure, à la baisse de la fécondité, et des causes également liées au solde naturel, c'est-à-dire qu'entre les gens qui décèdent et qui partent et ceux qui naissent, automatiquement se crée ce qu'on appelle un vide que le nombre de naissances n'arrive pas à combler. Ajoutez cela à la propension à pouvoir soit continuer des études dans l'Hexagone, soit y aller chercher du travail parce qu'il n'y en a pas sur place. Et là, on a à la fois des éléments liés à la démographie, donc à la fécondité, mais également des éléments liés au contexte socio-économique. La question est de savoir, mais que sera la Guadeloupe du point de vue de sa population, puisque nos jeunes qui sont en plus en âge de procréer, ces jeunes s'en vont. Mais écoutez, vous verrez que les projections sont pour le moins pessimistes. Regardez bien l'évolution de la population entre 2013 et 2030 autour de 3 scénarios. Le scénario le plus optimiste, qui est le scénario population jeune, qui s'appuie sur le fait qu'on arrive à stabiliser les jeunes sur place, ou qu'il y ait une émigration importante de personnes qui seraient entre ces 15 et 29 ans et qui contribueraient grandement à renforcer la population. En vert. Mais même en vert, vous constatez que dans le scénario le plus favorable, on passe de près de 385 000 en 2013 et on arriverait en 2030 à environ 375 000. Une baisse impressionnante. Impressionnante, et c'est l'hypothèse la plus favorable. Voyons maintenant l'hypothèse centrale, qui est celle qu'on utilise en matière de démographie. En 2013, 385 000 habitants, mais il est prévu en 2030 que nous soyons en deçà de 340 000. Et là, on est dans l'hypothèse médiane. Maintenant, l'hypothèse la plus défavorable, scénario population âgée. Ça veut dire que nos jeunes continuent à partir, que la population vieillit naturellement, donc les femmes en âge de pouvoir procréer diminuent également, qu'il y a un retour important également de Guadeloupéens qui sont partis pour le Bumidum, qui sont à l'âge de la retraite et qui retournent chez eux. Donc on est effectivement dans le scénario où à un moment donné, près de 60% de la population aura au-delà de 55 ans. Eh bien, ce qui se passe, alors là on peut parler de véritable catastrophe, puisque dans ce scénario dit population âgée, en 2030, nous serions moins que 320 000. Ça veut donc dire que la Guyane nous aura très largement dépassé, puisqu'elle est sur une dynamique complètement inverse. Donc il y a une véritable menace pour la population de la Guadeloupe si les jeunes ne se stabilisent pas sur place et surtout si cette stabilisation ne s'accompagne pas également d'un retour de ceux qui sont partis vers nous. Alors la question m'a souvent été posée, mais dans les écoles primaires en particulier, on constate qu'il y a de plus en plus de personnes, en tout cas d'élèves, dont il y a au moins un parent qui est originaire de la Caraïbe. Et c'est un des rares souffles que nous avons, entre guillemets, en termes de fécondité, puisque on va le voir dans le prochain tableau, un certain nombre de personnes, en tout cas de femmes originaires étrangères, ont une propension, en tout cas acceptent une grossesse beaucoup plus tôt. C'est exactement ce qui se passe, on voit bien que par exemple pour Saint-Domingue,
en particulier la République dominicaine, eh bien, pour 1000 femmes entre 15 et 19 ans, il y a en moyenne 98 enfants. Le pic d'enfants pour 1000 femmes au niveau de Saint-Domingue, c'est entre 20 et 24 ans. Comparé à la Guadeloupe, c'est le trait vert. Le pic des femmes, c'est-à-dire 120 enfants pour 1000 femmes, se retrouve à la Guadeloupe et à la Martinique à partir de 30 ans, entre 30 et 34 ans. Ça veut donc dire qu'on pourrait faire la même analyse concernant Haïti. On constate que le sommet de fécondité pour les femmes originaires d'Haïti, en tout cas, est de 140 pour 1000, alors que ça concerne la tranche de 25 à 29 ans. Donc, les personnes d'origine étrangère qui viennent à la Guadeloupe, effectivement, il ne faut pas s'émouvoir qu'il y ait de plus en plus de Guadeloupéens dont un parent est originaire de la Caraïbe, puisque naturellement il y a une immigration importante et que dans cette immigration importante, les femmes acceptent des grossesses beaucoup plus tôt, ce qui veut dire qu'on retrouve dans les élèves, particulièrement des écoles primaires, mais maintenant au niveau des collèges. Donc c'est un phénomène qui actuellement a commencé à s'accentuer vers 2010 et qui fait que, écoutez, une des chances de la Guadeloupe, c'est d'avoir, à l'instar d'ailleurs de ce qui se passe à la Guyane, c'est d'avoir une immigration qui permettra d'ailleurs, qui permet pour l'instant de maintenir certaines écoles. Sans des enfants d'origine, des parents, au moins des parents d'origine étrangère, eh bien beaucoup de classes seraient fermées. À la Guyane, ce qui permet de dynamiser la jeunesse, c'est tout simplement l'immigration massive des pays d'Amérique du Sud avoisinants. Et je vous dis, la Guyane, en 2030, nous aura certainement dépassé au niveau de la dynamique démographique. Par contre, ça nécessite des politiques publiques appropriées. Première politique publique appropriée, les jeunes qui sont créolophones, hispanophones ou anglophones, il faut mettre en place une pédagogie pour leur donner la même chance que tous les élèves qui sont francophones, en tout cas qui utilisent la langue française. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment fait. Deuxièmement, il faut accepter que la population vieillissant, il y ait des stratégies qui soient menées pour accueillir davantage un établissement spécialisé ces personnes. Et troisièmement, nous en sommes en plein dedans en ce qui concerne la jeunesse. Qu'est-ce qu'on fait pour stabiliser les jeunes sur place? Qu'est-ce qu'on propose à ceux qui sont partis pour pouvoir effectivement retourner sur place et par exemple combler les déserts médicaux ou combler un certain nombre de professions dont ils ont l'ingénierie et qu'ils n'hésitent pas à vendre entre guillemets à l'extérieur, alors qu'ils pourraient en faire profiter notre pays. Et je crois que là il s'agit à la fois d'un élément inquiétant puisque notre population vieillira considérablement. Nous n'avons pas à nous émouvoir de l'émergence en tout cas de Guadeloupéens, en tout cas d'enfants nés en Guadeloupe d'origine, dont les parents, au moins des parents d'origine caribéenne, et il nous faudra également maintenant nous projeter qu'est-ce qu'on fait pour les jeunes qui sont actuellement en difficulté. Espérons que la négociation aboutira sur des positions stratégiques intéressantes. Si j'ai traité de ce sujet, c'est que le préfet a également délégation de pouvoir d'utiliser les lignes budgétaires consacrées à la jeunesse, depuis la politique de la ville jusque le parcours emploi compétences, ainsi que d'autres dispositifs, de manière à éventuellement créer des ajustements s'il y avait des besoins de crédit nécessaires. Je rappelle que l'État n'ajoute rien de plus sur le plan financier. Il permet simplement au préfet, lorsqu'il y a sous-utilisation d'une ligne, de transférer cette ligne, dès lors qu'il s'agit d'un dispositif qui concerne la jeunesse, de transférer les crédits de cette ligne sur une autre ligne. Voilà donc ce qu'on pouvait dire concernant la démographie. Cette question m'a souvent été posée et j'ai tenu à quand même lutter contre un certain nombre de stéréotypes sociaux qui parfois peuvent déboucher sur la xénophobie, alors qu'en réalité nous sommes dans un processus migratoire
que nous-mêmes constatons, mais je rappelle que les femmes qui font des enfants les plus tard dans la Caraïbe restent les Guadeloupéennes et les Martiniquaises. Voilà, nous avons terminé sur ce sujet. Merci beaucoup Georges pour votre analyse. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain numéro d'Analyse Hebdo. Passez une excellente soirée sur Éclair FM TV. Bonne soirée à tous.